Derrière ces distributions massives, Mein Kampf est-il vraiment lu? Pas sûr, avec ses 700 pages, son texte ardu, l'ouvrage a de quoi rebuter. En 1940, Karl-Heinz Rihne est enrôlé dans la Wehrmacht comme infirmier. Dans sa famille, son père avait bien reçu un exemplaire par son entreprise, mais ce cadeau ne lui plaisait guère. Mon père a regardé à l'intérieur et il a dit que c'était une pure déclaration de guerre. En fait, à l'époque, comme beaucoup d'autres Allemands, Karl et son père sous-estiment Hitler. Hitler, on ne l'a pas pris au sérieux. Un homme qui écrit une chose pareille, on ne pensait pas qu'il resterait au pouvoir. Finalement, c'est vrai, on aurait peut-être dû le prendre au sérieux. Et en réalité, il préparait la guerre de toutes ses forces. Et bien sûr, cette guerre en préparation doit rester entièrement secrète. Et c'est justement ce qui commence à embarrasser Hitler. Il a peur que ses projets soient déjà dévoilés dans son livre. En effet, certains passages annoncent de futures conquêtes. Le but de notre politique extérieure. Assurer au peuple allemand le territoire qui lui revient en ce monde. Le territoire justifiera le sacrifice de nos propres enfants. Et dans sa soif d'espace vital, Hitler cible un pays en particulier, la France. Et si les Français prenaient au sérieux ces menaces, ils pourraient empêcher le réarmement de l'Allemagne. Alors Hitler va adopter une stratégie très culottée. Novembre 1933, à Berlin, le Führer reçoit un journaliste français, Fernand de Brinon, un partisan du rapprochement avec l'Allemagne. Il parle allemand et a sans doute déjà lu des passages de Mein Kampf. Et là, Hitler va lui livrer un scoop. La toute première interview française du nouveau chancelier. Et quand de Brinon interroge le Führer sur ses déclarations anti-françaises, inscrites dans son livre, Hitler va utiliser une ruse vieille comme le monde, le mensonge. Et évidemment, Brinon est obligé de lui poser la question que beaucoup se posent, parce qu'effectivement Mein Kampf est connu, en lui disant « Mais écoutez, dans Mein Kampf, ce n'est pas les propos que vous tenez. Dans Mein Kampf, ce ne sont pas des propos de paix à l'endroit de la France, au contraire, ce sont des propos de guerre. » Et là, Hitler a cette réponse en expliquant « J'ai changé », comme le ferait finalement aujourd'hui un homme politique qui serait face à un texte de jeunesse. « J'ai changé, j'ai écrit ce texte alors que j'étais en prison, dans l'appartement enfin, de ce moment-là, et aujourd'hui je suis chancelier. » L'interview fera la une du journal Le Matin, un des grands quotidiens de l'époque, avec une déclaration du Führer qui se veut rassurante. « La guerre ne réglerait rien. Elle ne ferait qu'empirer l'état du monde. » Mais en France, un homme n'en croit pas un mot et va tout faire pour combattre le livre d'Hitler. Cet homme, c'est Fernand Sorlot, un éditeur qui commence à percer dans le Paris des années 30. Fernand Sorlot est un éditeur modeste, enfin ses nouvelles éditions latines publie des essais en rapport avec l'actualité politique. Il publie beaucoup de textes politiques, mais il publie beaucoup de littérature. C'est, disons, le 4e ou le 5e éditeur d'auteurs de romans étrangers. Fernand Sorlot, homme de droite, admire alors Mussolini. Mais Hitler et son ouvrage fétiche l'inquiètent beaucoup. C'est en tout cas le souvenir que garde François-Xavier Sorlot, l'un des fils de l'éditeur. Les 30 ou 40% du texte sont anti-français. C'est vraiment une attaque, si vous voulez, sur le pays. Sorlot aimerait bien imprimer le livre d'Hitler pour alerter les Français et dans le même temps pour réaliser un bon coup commercial. Problème, cela risque de lui coûter cher. Il y a 700 pages à traduire. Et surtout, Max Amann et Hitler refusent toute traduction en français. Mein Kampf regorgeant de passages anti-français, il est évidemment absolument inenvisageable que la version non expurgée du texte soit diffusée en français. Fernand Sorlot est donc dans une impasse, jusqu'au jour où il est convoqué au ministère des Anciens Combattants. Là, il est reçu en toute discrétion. Une opération secrète se prépare. Sorlot est mis en contact avec un personnage, un juif ancien combattant qui s'appelle Maurice Vanikov et qui va l'introduire dans les milieux ministériels, le ministère des Anciens Combattants. Et c'est par le biais de ce ministère qu'une équipe, en fait, mais officieuse bien sûr, va être rassemblée. Sorlot se lance alors dans une course contre la montre. Il veut traduire au plus vite Mein Kampf en français. Et pour y arriver, le ministère fournit 7 traducteurs chevronnés. Mieux encore, la LICA, la Ligue contre l'antisémitisme, lui achète 5000 exemplaires. C'est un rôle absolument déterminant. On voit bien que dans une opération comme celle-là, qui doit être menée rapidement, il faut que les choses aillent vite, il faut mobiliser de l'argent, et elle a su le faire. L'ouvrage sort en février 1934 avec un slogan choc. Tout Français doit lire ce livre. Et même sens de la formule avec cette affiche publicitaire. Elle joue sur la peur qu'inspire Mein Kampf et prophétise: une deuxième guerre viendra. Sorlot a réussi un joli coup d'édition. Seulement, l'affaire va prendre une autre tournure. Hitler est furieux. Le petit éditeur français est en train de ruiner sa propagande. Hitler, évidemment,
ne veut pas que les Français aient accès à son texte. Hitler, à cette époque-là, est dans une offensive pseudo-pacifique où il clame sur tous les toits, à qui veut bien l'entendre, je suis pacifique, je ne veux pas la guerre, etc. Mein Kampf, de ce point de vue-là, l'ennuie. Alors, le chancelier attaque Sorlo en justice. L'affaire va se dérouler ici à Paris, au tribunal de commerce. Le 5 juin 1934, les avocats allemands et français s'affrontent. Droit d'alerter l'opinion publique contre droit d'auteur. Sorlo contre l'homme le plus puissant d'Allemagne. La sentence tombe 13 jours plus tard, et elle peut paraître incroyablement choquante. La justice française donne raison au dictateur. Interdiction de faire imprimer, vendre ou de faire vendre Mein Kampf sous astreinte de 100 francs par infraction. Les livres existants doivent être détruits, mais le français n'en fera rien. Il va contourner la loi avec des versions abrégées, autrement dit des éditions pirates, éditées sans l'autorisation de l'auteur. En prime, il va même réussir à écouler son stock avec la complicité des forces de l'ordre. En revanche, Sorlo va échouer sur un point. Le livre n'alarme en aucun cas les élites françaises. Même les 4000 exemplaires distribués par la LICA n'ont aucun effet. Les décideurs sont aveuglés par les propos pacifistes d'Hitler. Pour eux, le livre est trop violent pour être réel. Il est impensable de mener la politique qui est annoncée dans Mein Kampf. Donc, on pense qu'Hitler mettra de l'eau dans son vin. Il y a un refus de voir non seulement la violence qu'il y a dans Mein Kampf, au mieux l'ignorer, politique de l'autruche, mais aussi un refus de comprendre que la culture politique allemande fait qu'Hitler fera ce qu'il dit. En attendant, les idées du livre, elles, pénètrent progressivement les esprits, dans les rues ou sur les ondes. En fait, Hitler met en pratique ce qu'il avait écrit dans son livre. Mais pour autant, la Shoah est-elle programmée dans Mein Kampf? Pour une fois, les historiens sont unanimes. Alors évidemment, Mein Kampf n'annonce pas les chambres à gaz, certes. Mais sur ce point-là, par exemple, Mein Kampf théorise à longueur de page le fait que l'Allemagne est engagée dans un combat à mort, dont il peut y avoir qu'un seul vainqueur entre le peuple allemand, racialement pur, et les Juifs, par exemple. Hitler n'a jamais laissé de doute sur le fait qu'il voulait modifier le traité de Versailles et prendre sa revanche sur la France. Et ça, dans l'esprit de quelqu'un de raisonné, cela ne peut être qu'en lien avec la guerre. Mais comment la guerre allait être menée? Contre qui? Quel avenir il réservait aux pays de l'Est? Ça n'était pas écrit dans son livre. Jusqu'au bout, jusqu'à la veille de la guerre, les Européens vont s'accrocher à l'idée d'une paix possible avec le Führer. Octobre 1938, Hitler annonce qu'il va annexer la Tchécoslovaquie. Il s'agit d'une violation des frontières définies en 1918. L'Europe est au bord de la guerre et tout va se jouer ici, à Munich. Le Premier ministre britannique, Neville Chamberlain, et le ministre de la Défense, Édouard Daladier, y sont dépêchés en urgence. Finalement, il préfère abandonner l'allié tchèque en échange d'une promesse de paix de la part d'Hitler. Il signe alors les fameux accords de Munich. À leur retour, le Français et le Britannique vont être accueillis en héros. Ce matin, j'ai eu une nouvelle discussion avec le chancelier allemand, Hitler. Et j'ai ici un papier qui porte son nom et le mien. L'accord signé la nuit dernière et l'accord anglo-germanique naval symbolise le désir de nos deux peuples de ne jamais entrer un jour en guerre. La paix semble sauvée. Quel est le politique qui avait envie de dire « je déclare la guerre » ? Quel est le politicien qui avait envie de dire « je vais faire la guerre » ? La majorité des sociétés européennes sont pacifistes. Plus jamais la guerre, plus jamais la Première Guerre mondiale, plus jamais la boucherie. Et même après Munich, rares sont les élites à pressentir la guerre inscrite dans Mein Kampf. Churchill ou le jeune colonel de Gaulle l'ont lu très tôt. Ils se disent atterrés, mais à l'époque, ils ne sont pas en position de force. En 1939, ce discours pacifiste minutieusement entretenu s'effondre brutalement. L'Allemagne attaque la Pologne et ne tarde pas à envahir une bonne partie de l'Europe. Les troupes du Reich défilent à Paris. Hitler jubile. Le monde entier tremble à l'idée de passer sous le joug des nazis. À ce moment-là, les élites révisent leur jugement sur Mein Kampf. Mein Kampf, on découvre sa nocivité et on découvre que Hitler met en œuvre la politique qu'il a annoncée. Donc il y a une découverte de ce qui existait déjà, mais qu'on n'avait pas vu ou qu'on n'avait pas voulu voir.